Aujourd'hui, le squad, c'est un épisode pas comme les autres parce qu'on reçoit pour la toute première fois un athlète des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pas n'importe qui, Félix Bourg, marathonien de haut niveau qui a signé la 5e performance française de tous les temps à Valence. On va parler de son parcours, de ses entraînements, son accompagnement et à la fin de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Félix, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Je te laisse te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas encore. Bonsoir à tous. Déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Comme tu l'as dit, je suis marathonien depuis peu parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de me qualifier au jeu dès ma deuxième course sur marathon. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis plus spécialiste de la piste, donc plutôt le long hein, quand même, 5000, 10 000. Le cross aussi l'hiver. Donc voilà, j'essaie de toucher un peu à toutes les disciplines depuis mon plus jeune âge, hein, depuis que j'ai démarré en cadet. Hein. C'est vrai que j'ai tout de suite pris du plaisir à pratiquer, que ce soit le cross, les courses sur route ou les courses sur piste. Et c'est ce qui fait un peu, je pense, ma force, c'est que je suis un peu polyvalent et puis que j'arrive comment dire, à prendre du plaisir tout au long de la saison parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de rester concentré dans sa saison et surtout d'être content de mettre les baskets quand il faut aller s'entraîner. Et pour l'instant, tout va bien, donc écoute, je profite au maximum. Hein. Trop cool. Eh bien, effectivement, on va parler de cette polyvalence qui est somme toute particulière. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu des débuts. De ce que j'ai compris, on a un petit point commun. Je crois savoir que tu as commencé l'athlétisme adolescent après une expérience dans le football, notamment en sport-études. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers la course à pied? Bah, au-delà du foot, déjà, c'est vrai que j'ai pratiqué pas mal de sports. Hein. J'ai fait du tennis de table, de l'escrime. Effectivement, le foot, ça a pris quand même une grosse part parce que j'arrivais à concilier aussi avec les études à un modeste niveau, hein, mais c'est vrai que ça m'a lancé aussi hein, dans le fait de pouvoir s'entraîner quotidiennement, sérieusement, de tout ce qui est aussi récupération, les petits à côté. Et ça te permet déjà très jeune de te fixer des objectifs et puis de mettre en place des choses pour les atteindre. Mais c'est vrai que c'est plutôt grâce à l'UNSS que j'ai découvert l'athlétisme, donc notamment les crosses et puis les championnats un peu sur piste aussi l'été. Et j'ai eu des très bons résultats très tôt sur les distances que je pratiquais à l'époque en UNSS avec le collège. Et c'est ça qui m'a un peu poussé à pratiquer l'athlétisme parce que j'ai été repéré par le club de la ville de Bar-le-Duc dont je suis originaire. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer un super coach avec lequel j'ai travaillé pendant 8 ans et qui m'a permis de gravir les échelons progressivement pour atteindre le niveau que j'ai actuellement, quoi. Et du coup, au football, tu étais quel poste? Parce que j'imagine que tu devais avoir déjà un coffre bien rempli pour voilà, faire Ouais, pas mal d'allers-retours sur le terrain. ouais moi j'étais arrière latéral, donc je pouvais aller à droite ou à gauche, ça me dérangeait pas. Mais c'est Tu vrai que faisais du les coup, le fait allers-retours. de faire les allers-retours, mine de rien, je m'entraînais déjà un peu à faire des 30-30, je pense. Et ça permet de développer, comme tu disais, la caisse et puis un petit peu la VMA aussi, parce que finalement, ça ressemble un peu quand même à des séances qu'on pourrait pratiquer sur piste ou en nature, sauf que tu le fais sur un terrain de foot, quoi. Et les intensités Ok. sont quand même assez élevées, donc non, c'est vrai que le foot, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus ludique, quoi. Tu fais ça en équipe, tu découvres aussi d'autres. Enfin, c'est d'autres schémas qui se mettent en place, mais non, c'est toujours plus facile d'aller faire un foot avec des copains que d'aller courir 1 heure et demie tout seul le long Ouais, du canal, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les sports collectifs, souvent, c'est les joueurs rechignent à courir. Donc c'est assez intéressant de voir que toi, tu en as fait ton métier. Et justement, au tout début, donc tu disais que tu avais une certaine polyvalence, tu as brillé en cross-country, sur piste, sur route. On se rappelle notamment du Marseille-Cassis en 2021, si je dis pas de bêtises, que tu remportes à ce moment-là. Pourquoi avoir fait le choix finalement d'aller sur le marathon que tu découvres à 28 ans? Parce que j'ai mis du temps à vraiment confirmer dans les années seniors, à trouver vraiment ma place dans une discipline où j'étais vraiment à ce niveau mondial qu'il faut atteindre pour pouvoir se qualifier justement aux Jeux Olympiques. Et moi, ça a toujours été mon rêve depuis le début, hein. Ce qui m'a animé toute ma carrière en fait. Et du coup, j'ai ficelé toute ma carrière autour de cet objectif en espérant pouvoir y participer un jour. Et c'est vrai que sur 10 000 mètres, à un moment donné, j'étais un peu dans le doute en me disant ouais, est-ce que je vais y arriver ou pas? Parce que j'étais vraiment à la limite du niveau
pour les Jeux en 2021 à Tokyo là. Mhm. Il m'a manqué 15 secondes pour pouvoir y participer sur le 10 000 mètres. D'accord. Et après, le niveau de performance a encore baissé parce qu'il y a eu l'apparition des chaussures carbone et des points de carbone. Donc, je me suis dit que j'étais pas forcément capable et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas essayer sur un marathon. Et forcément, le faire dès le premier marathon, c'était compliqué. Donc, Mhm. j'avais déjà fait un premier galop d'essai en 2022 à Valencia, donc dans la même ville. Et ça s'était plutôt bien passé au vu de la prépa que j'avais faite et de. Puis c'est vrai que le marathon, c'est une discipline aussi où tu découvres tout ce qui est énergétique. Donc voilà, il faut savoir aussi boire, manger Mhm. pendant l'effort. Ça, c'est des choses qu'on fait pas sur toutes les autres disciplines du demi-fond et du fond. Donc ça demandait un apprentissage un peu plus long et je m'étais laissé 2 ans pour atteindre ce niveau-là et finalement ça s'est bien passé. Donc c'est qu'on a fait le bon choix, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche en matière de nutrition et d'hydratation lors des compétitions en marathon? Comme tu l'as dit, ça t'a beaucoup changé par rapport forcément à des 10 000 mètres. Comment tu as appris et comment tu as géré tout ça? Bah écoute, là, sur mon premier marathon, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là parce que je me suis pas, enfin, j'ai pas été assez professionnel, je pense, sur mon approche de l'apport énergétique nécessaire pour un marathon, Mhm. notamment son propre apport, parce que finalement, ça varie selon les individus, tu vois, donc c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment sérieusement. Et j'y étais allé un peu au feeling. Ça se passait bien sur les sorties longues à l'entraînement, mais forcément, à l'entraînement, tu fais jamais 42 bornes à l'allure marathon. Et du coup, j'avais un peu explosé sur les 4 derniers kilomètres de mon premier galop d'essai, justement, à Valence, là. Et du coup, j'ai décidé de vraiment mettre l'accent là-dessus pour ma deuxième prépa. Donc, on a fait des tests en labo à Font-Romeu avec un sport scientist avec qui j'ai l'habitude de bosser là-bas pour savoir exactement combien de glucides je consommais par heure à l'allure du marathon. Et du coup, avoir cette donnée-là, ça m'a permis bah, du coup d'adapter derrière toute ma stratégie de ravitaillement. Parce qu'il faut savoir que nous, on a le droit d'avoir des bidons sur le côté tous les 5 kilomètres avec notre nom dessus, etc. Donc on a une table spécialement pour chaque athlète. Donc ça nous D'accord. permet justement de mettre ce qu'on veut aussi dans les bidons au niveau énergétique et de pouvoir aussi peut-être d'accrocher des gels dessus ou accrocher bah, ce que l'athlète veut prendre. Et du coup, ça m'a permis bah, de faire la stratégie idéale pour ne pas être en manque de sucre sur la fin du marathon et de pouvoir aller jusqu'au bout à la même allure, quoi. Ok. C'est intéressant de savoir que tu travailles avec un data scientist. C'est fréquent chez les marathoniens professionnels? Bah là, je pense que ça se fait de plus en plus parce que la discipline a aussi énormément évolué ces derniers temps. Et avant, on le faisait un peu à l'arrache. Et c'est vrai que maintenant, on essaie vraiment de tout calculer. Ça s'est hyper professionnalisé ouais, vraiment sur les 2, 3 dernières années. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur les performances qui explosent tous les ans. Il y a des nouveaux records du monde sur route, records de France. Enfin voilà, tout le monde évolue aussi en même temps. Donc c'est cool pour les athlètes aussi, quoi. Et qu'est-ce qui t'a apporté de plus au-delà de l'aspect seulement nutrition? Est-ce que il y a d'autres aspects dans la performance qui t'ont été apportés par ton data scientist? Bah, ce qui m'a le plus apporté, moi, c'est l'entraînement à très haute altitude. Donc maintenant, on a accès à des chambres hypoxiques où on peut régler l'altitude à laquelle on veut courir, tout simplement, hein. Il y a tout ce qu'il faut dedans, hein, tapis, vélo, etc. Donc nous, on fait des entraînements en fait à 5000 mètres d'altitude. Donc à la base, c'était à très basse intensité. Donc vraiment, on le faisait plutôt sur des footings de récupération. Bon, évidemment, tout est monitoré, hein. T'as la saturation en oxygène, les lactates toutes les 10 minutes, les pulsations cardiaques, etc. pour être sûr de rester dans les bonnes zones. Mhm. Et du coup, ça permet de mieux utiliser l'oxygène et de mieux l'envoyer aussi vers les muscles après quand tu redescends en plaine. Ouais. Donc tu as un apport encore plus conséquent que le simple entraînement en altitude où tu vas dormir à 1800 mètres et adapter aussi ton entraînement parce que forcément c'est plus dur. Mhm. Mais là on a aussi beaucoup évolué ces dernières années là-dessus et ça nous a permis de passer encore un cap. Ça peut être sur le marathon, mais on peut aussi bien passer un cap comme je l'ai fait cet été sur 10 000 mètres où j'ai gagné quand même euh, plus de 20 secondes, il me semble, sur mon record personnel. Donc finalement, on essaie de travailler et de progresser aussi avec ça, quoi. Ok. Parce que depuis combien de temps tu vas à Font-Romeu? Écoute, mon premier stage, c'était en 2016.
Donc là, je Ok, découvrais vraiment du coup l'altitude, hein, parce que j'y étais jamais allé, j'avais jamais mis les pieds en montagne pour aller m'entraîner. Et du coup, bah, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs hein, sur les premiers stages, de vouloir aller trop vite, temps de soutien trop long, etc. Et puis au fil des années, bah, j'ai réussi à trouver la méthode qui me convenait, en tout cas à moi, et mhm, à faire les bons choix. Et du coup, comme je te disais, là, depuis, ça va faire 1 an et demi maintenant qu'on travaille vraiment avec quelqu'un pour nous guider aussi tout au long du stage, tu sais, pour prendre des saturations aussi la nuit quand on dort, pour être sûr d'accord. d'être bien le lendemain matin au réveil. Franchement, tout est calculé maintenant. Il y a pratiquement plus rien qui est fait au hasard par rapport à ce que j'ai pu connaître entre 2016 et 2021, quoi. Ah, c'est sûr que ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Et combien de temps durent ces stages et à quelle fréquence tu les fais? En général, on essaie de faire au moins 3 semaines, parce que c'est vrai que tu as toujours une petite période d'acclimatation. Donc cette période, elle peut varier pareil selon les athlètes, mais moi je sais que c'est à peu près 4 jours d'acclimatation où là, il faut vraiment que j'y aille mollo et puis que je monte progressivement en puissance. Et pareil, les 4-5 derniers jours, en général, c'est bien de relâcher parce que sinon ça peut générer trop de fatigue pour quand tu vas redescendre en pleine, Mhm. notamment quand tu t'es fixé un objectif directement après la redescente. Donc 3 semaines, c'est pas mal parce que ça te laisse du coup, on va dire, ouais, entre 15 et 20 jours pour vraiment bosser et faire ton stage comme tu le veux, quoi. Et c'est Ok. vrai qu'en dessous, t'as pas vraiment le temps de faire bien les choses, quoi. Et ça, c'est une décision qui t'a été, enfin, qui était personnelle, ou est-ce que c'était en collaboration avec l'entraîneur avec qui tu travailles actuellement? Le fait de faire des stages en altitude, Ouais. bah déjà, c'est vrai que nous, pour la course de fond, on sait qu'on a des apports quand même Mhm. assez énormes hein, sur la redescente. On arrive à gagner quand même beaucoup de secondes sur nos chronos, donc on est plus ou moins obligé de le faire, en tout cas si on veut perfer au niveau auquel on l'entend. Et après, oui, avec mon entraîneur, on essaie d'en fixer, on va dire, au moins 2-3 dans l'année. Ouais, ça représente à peu près 2-3 mois dans l'année où je vais être en altitude quand même, donc c'est assez conséquent, mais on sait que derrière, on va avoir quand même des bénéfices importants et que ça va nous permettre potentiellement de nous qualifier sur des grands championnats ou d'aller chercher des médailles, quoi. Et justement, on en parlait un petit peu en off de ta relation et la collaboration que tu as avec ton entraîneur, qui est plus ou moins particulière dans le sens où vous n'habitez pas à proximité. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bah écoute, Stéphane, déjà je l'ai rencontré justement à Fréjus, la ville d'où il est originaire, parce que ma mère habitait pas très loin et puis que j'avais l'habitude de m'entraîner là-bas. D'accord. Donc tout de suite on s'est liés d'amitié, tu vois, on a eu le bon feeling, donc j'ai partagé des moments avec lui au-delà du cadre du sport, tu vois. Mhm. On est devenus vraiment très proches. Et c'est vrai que lui, vu qu'il avait aussi son expérience d'ancien duathlète, triathlète, parce qu'il a fait aussi du haut niveau dans ses disciplines, il m'a apporté un peu sa vision des choses sur l'entraînement. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'avais un peu justement cette même vision. Et du coup, bah, j'ai tenté l'aventure avec lui. Il a décidé de m'entraîner. On a démarré en 2021. Et c'est Ok. vrai que très rapidement, j'ai explosé mes records dans toutes les disciplines, hein, que ce soit 5000, 10 000, semi-marathon, marathon. Donc ça, la sauce a tout de suite pris. Et c'est vrai que sa méthode d'entraînement, elle est aussi variée, elle est ludique. Et puis, il essaie aussi d'évoluer avec son temps. Tu vois, il n'est pas fixé sur une méthode d'entraînement à me refaire tout le temps les mêmes choses au fil des mois et des années. Et vraiment, on essaie à chaque fois d'apporter de nouvelles choses dans la prépa pour essayer de continuer à progresser et pas créer trop d'adaptations de manière à, bah, justement, sur le long terme, continuer à perfer et rester parmi les meilleurs. Et je pense que finalement, c'est ça la clé aujourd'hui, c'est de réussir à garder ce qui va bien, mais aussi d'apporter parfois des petits plus qui vont te permettre de continuer à grappiller des précieuses secondes. Et j'aimerais rebondir sur un terme que tu as évoqué, le fait que ce soit relativement ludique, ou en tout cas qu'il y ait des séances ludiques. C'est intéressant parce que quand on discute avec certains sportifs de toutes disciplines confondues, bien, il y en a certains qui ressentent le besoin d'avoir quelque chose de ludique, que ce soit dans leur séance de leur sport ou alors en préparation physique. Toi, c'est quoi les aspects ludiques qui peuvent être proposés par ce coach? Déjà, moi, du fait qu'il était duathlète et triathlète, on a apporté quand même pas mal de vélo dans la prépa. Ok. Ça, c'est quelque chose que je faisais un petit peu avant, mais pas forcément beaucoup. Et on voit que sur des footings de récupération, où tu sais, nous, on a l'habitude de faire entre 45 et 1 heure, tu vois, de récup. Bah, des fois, tu peux faire 1 heure et demie de vélo et du coup, tu vas apporter moins de casse musculaire.
parce que c'est quand même beaucoup moins traumatisant. Tu vas bosser ton cardio pendant 1 heure et demie et du coup, bah, forcément, c'est plus intéressant au niveau cardiovasculaire. Et finalement, bah, le lendemain, tu vas courir, tu auras des meilleures jambes que si tu as été faire 1 heure à 12 km/h, tu vois. Donc c'est des petites choses comme ça qui font que bah, le fait de changer de sport, c'est aussi bien parce que mentalement, bah, ça fait du bien, tu vois, de pouvoir varier un peu les plaisirs. Après, moi, Ok. j'aime bien le vélo aussi, donc c'est vrai qu'à la base, Ça aide. ça fait toujours plaisir, Ouais. mais c'est vrai que même dans les séances, hein, l'athlétisme, c'est un sport qui est assez empirique où on va souvent retrouver les mêmes séances, hein, ça va être des 20 fois 400, tu vois, des 10 fois 1000, Mhm. Mhm. des séances repères un peu clés. Et puis finalement, tu peux les faire différemment ou alors sur différents parcours. Tu n'es pas obligé d'aller tout le temps sur la piste, hein. Tu peux aussi bien le faire en nature. Et c'est vrai que sa méthode d'entraînement, elle est quand même différente de toutes celles que j'ai connues avant. Donc ça m'a fait du bien aussi de découvrir quelque chose de nouveau, des séances que j'avais pas forcément fait avant, ou tout simplement de bosser différemment, hein. Donc en tout cas, Ok. là, depuis 3 ans, c'est assez cool parce que je m'embête pas quand je mets les baskets et je suis content d'y aller, de découvrir des nouvelles choses, quoi. C'est intéressant de voir qu'effectivement, tu fais un entraînement polarisé, en tout cas croisé avec différentes disciplines comme le vélo. Comme tu l'as dit, bah forcément, déjà, c'est moins traumatogène, il n'y a pas d'impact sur le vélo, et ça vient faire travailler ton corps différemment en ayant d'autres bénéfices. Donc, on vient à travailler sur d'autres aspects, que ce soit physiologique, mais également, j'imagine aussi psychologique, comme tu le disais, sur l'aspect Ouais, de changer les séances. Donc, c'est intéressant pour les auditeurs de se rendre compte que bah, y a d'autres solutions que seulement dire ah, bah, voilà, c'est la course, la course, la course. Et si je veux progresser, c'est la course, la course, la course. Bien ouais. évidemment, il faut un certain volume. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire pour qu'on se rende compte du volume global que représentent tes entraînements d'un point de vue hebdomadaire? Ça varie selon les prépas, parce que comme je te disais, Ouais, moi, bien vu que je fais sûr. un peu toutes les disciplines, mais globalement, si je prépare un 10 000 mètres, ça va tourner entre 130 160 km par semaine. Et sur un marathon, on va chercher quand même des pics beaucoup plus hauts et ça va être plutôt autour des 200 km par semaine que sur les gros blocs. Donc après, la prépa est tellement différente, tu as beaucoup moins d'intensité sur la prépa marathon, ça va être du plus long, mais plutôt tourné autour du seuil. Et c'est vrai que la prépa sur piste est beaucoup plus traumatisante aussi parce que tu mets les pointes quand tu fais tes séances et tes compétitions sur la piste. Donc tu as moins d'amorti, c'est beaucoup plus intensif. Donc tu vas monter peut-être plus haut dans les lactates. Enfin, c'est très différent. Donc Ok, c'est ce que j'aime aussi justement, je disais dans l'entraînement, c'est de pouvoir faire ça l'été, et puis l'automne, l'hiver, basculer sur la route et le marathon. T'as la d'accord. foulée qui change, t'as le relâchement qui est différent aussi. Le fait de courir sur la piste, de tourner en rond, bah de repasser après sur la route et de découvrir potentiellement des villes comme je vais le faire ce week-end. Tu vois, Séville, j'ai jamais couru à Séville, donc tu passes toujours quand même un bon moment, hein. Tu découvres, tu voyages. Et puis ça permet ouais, de découvrir autre chose aussi, quoi. Ok. Et ça, enfin, est-ce qu'on retrouve chez tes collègues de l'équipe de France ou même les autres compétiteurs des autres nations ce type de profil comme le tien, d'aller toucher à plusieurs disciplines ou en tout cas plusieurs distances? Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que moi, enfin, je suis quand même un cas à part, hein, là-dessus. Il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup qui arrivent à perfer, on va dire, à faire des médailles en cross, sur piste et sur marathon. D'accord. Souvent sur marathon, c'est ou des mecs qui ont démarré que direct sur marathon et qui sont vraiment très forts dans cette discipline, Mhm. qui essaient parfois de rebasculer sur 10 km ou sur semi, mais qui ont quand même plus de mal à aller vite. Et c'est vrai que souvent les purs pistards, ils n'ont pas forcément la foulée qui va sur la piste, ou ils n'arrivent pas trop à faire la bascule. Et du coup, ils n'arrivent pas forcément à aller chercher les perfs à la hauteur du potentiel qu'ils ont, quoi. Moi, j'arrive à chaque fois à adapter ça assez facilement, hein. Ça me prend 3 4 semaines, le changement de Ouais. foulée, le changement de chaussures, etc. Ok. Mais ouais, c'est vrai que j'ai un profil assez atypique quand même, ouais. Ouais, parce qu'effectivement, comme tu le dis, bah, faut changer le matériel, faut changer aussi ta biomécanique de course. Quelles sont les stratégies que tu mets en place sur ces transitions-là, quand tu passes du court au long et inversement? Bah, moi, il n'y a pas forcément de stratégie en fait, hein, ça se fait plutôt à l'instinct. Donc Ouais. j'arrive, comme je disais, en 3 4 semaines, progressivement à rentrer dans mes séances, à adapter ma foulée pour être le plus relâché possible, le plus à l'aise possible. Et puis finalement, je pense que c'est ça la clé pour aller vite, c'est le relâchement, vraiment trouver ce relâchement qui permet d'aller vite sans faire trop d'efforts, quoi.
Et ça, enfin, c'est un peu au feeling en fait que ça se fait. Tu vois, là, pareil, j'ai fait un cross il y a 2 semaines alors que je suis en pleine prépa marathon et tout de suite, au bout de 3-4 minutes de course, même si j'avais pas fait de séance dans la boue avec les pointes, bah, j'ai retrouvé tout de suite mes sensations et j'arrivais à relancer dans les virages comme je voulais, à D'accord. pas glisser dans la boue, à avoir les bons appuis, tu vois. Donc je pense qu'il y en a qui arrivent à le faire plus ou moins vite selon les individus, quoi. Et justement, étant donné que les contraintes sur ton corps, elles vont être différentes en fonction des types de surface, encore une fois, du matériel qui va être utilisé, de ta foulée, comment tu ressens ça au niveau de ton corps, au niveau de la récupération, etc. Bah, après, j'ai eu pas mal de blessures quand même quand j'étais plus jeune. Et Ouais. là, ça fait 2-3 ans, ouais, 3-4 ans, on va dire, que je mets vraiment l'accent sur la prépa physique. Donc je bosse avec le préparateur physique du Krebs de Reims, là, que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Reims en 2021. Et on a fait tout un travail qui m'a permis vraiment de me renforcer, mais un peu dans tous les secteurs, tu vois. Que ce soit du haut du corps ou comme le bas du corps, ça m'a permis bah, déjà d'ouvrir un peu ma cage thoracique, parce que j'avais tendance à, tu vois, refermer un peu et de me renfermer un peu au niveau des poumons. Du Ouais. coup, ça me permettait enfin, ça me permettait pas d'inspirer l'air comme je le voulais déjà et d'avoir le bon rendement là-dessus. J'avais tendance aussi à m'affaisser un peu, tu sais, avec la fatigue et puis toutes les blessures aussi qui sont liées au niveau des jambes, hein, je veux dire, que ce soit les fractures de fatigue, les tendinites, etc. Souvent, c'est des blessures que tu as parce qu'au niveau du renforcement, t'es pas assez fort. Et du coup, le fait d'avoir mis l'accent aussi sur la prépa physique, donc ça a raison de 2 fois par semaine quand même. Donc c'est des séances, tu vois, qui vont durer 1 heure et demie. Donc ça représente quand même, ouais, entre 2 et 3 heures de boulot par semaine. Ça m'a permis déjà de beaucoup moins me blesser et de pouvoir peut-être m'adapter aussi justement au cross, à la route et à la piste sans pêcher physiquement, quoi. Ok, intéressant. Tu notes une différence depuis que... D'ailleurs, c'était à quel moment que tu as repris, enfin, tu as commencé la préparation physique dans ce type-là? Bah, avec Brice, on a commencé en 2021, donc tu vois, ça, ouais, ça fait ouais, Ok. 3-4 ans déjà maintenant. Et depuis cette période-là, tu as noté une différence sur la capacité de ton corps à absorber les contraintes, les différentes contraintes, et justement à diminuer le risque de te blesser? Ah ouais, clairement, parce que moi, en plus, j'étais un profil, voilà, c'est vrai que j'avais souvent des tendinites, des fractures de fatigue, enfin, plein de petits bobos qui peuvent te freiner et t'arrêter dans ta saison, donc c'était assez contraignant. Et dès que j'ai commencé vraiment la prépa physique sérieusement, au début, je le faisais pas 2 fois par semaine, hein, on a commencé 1 fois par semaine, et puis progressivement, on est monté, mais Mhm. tu vois, je faisais pas beaucoup de kilomètres à l'entraînement, je tournais autour des 100-110 kilomètres, et là, je te disais que des fois, j'atteins les 200-210 bornes par semaine, donc c'est des choses que j'aurais pas pu faire sans me blesser si j'avais pas mis en place cette prépa-là à côté, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, mon coach, il est aussi très ouvert, tu vois, il m'a pas mis des freins pour travailler avec d'autres professionnels. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il est très ouvert sur le développement de l'entraînement, de la force, tu vois. On a essayé même de faire de la force max. Bon, ça n'a pas marché, mais tu vois, on a quand même tenté le truc et il m'a laissé faire mon truc de mon côté pour voir si on arrivait à progresser aussi grâce à ça. Ok. Bah déjà, je trouve ça top qu'effectivement, il y a une certaine ouverture d'esprit de la part de ton coach. Franchement, ça, c'est génial pour toi et j'imagine que tu le ressens. Euh, mais j'aimerais revenir sur deux aspects. Le premier, c'est le fait que tu aies testé les charges lourdes. Déjà, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose de commun chez les sportifs d'endurance et notamment les marathoniens. Je pense que les auditeurs qui font la course comme toi à ce niveau-là, enfin pas à ce niveau-là, j'entends, mais je veux dire en termes de distance, bah, doivent être assez surpris de t'entendre parler de ça. Pour autant, pour quelles raisons, selon toi, ça n'a pas marché? Bah déjà, je manque d'expérience là-dessus. Je pense que c'est la prépa physique comme l'entraînement pur et dur, tu vois. Je pense qu'il faut tester plusieurs choses avant de trouver la bonne, hein. C'est toujours pareil. Il n'y a pas une méthode qui convient à tout le monde qui est universelle. Mhm. Après, moi, ça m'a vraiment apporté un gros pic de forme à un moment donné. Un petit pic de forme qui a duré quoi, une dizaine de jours, je dirais. Et Ok. là, ça m'avait permis de faire vraiment une grosse perf sur route où j'avais remporté le championnat de France sur 10 kilomètres. J'avais fait 28,02 sur un parcours difficile, il y avait du vent, enfin j'étais vraiment tout seul. Mais derrière, par contre, tu vois, je me suis effondré. Et j'ai recommencé à courir un peu assis, tu sais, à être moins bien placé au niveau du bassin, etc. Et D'accord. ça, c'est des petits défauts qui se sont mis en place progressivement dans ma saison parce que j'ai voulu toujours en rajouter, tu vois, faire toujours plus lourd,
que c'est pareil, tu as envie de progresser. Donc est-ce que ça n'a pas marché parce qu'on a fait des erreurs à un moment donné et que si on faisait différemment, ça marcherait peut-être, tu vois. C'est Mhm. compliqué à dire avec une seule expérience. Ouais, ouais. Mais en tout cas, je sais que sur la muscu en endurance de force, ça me permet, comme je te disais, de ne pas me blesser, d'être solide sur mes appuis, d'être bien placé au niveau du bassin. Parce que c'est vrai que nous, dans la course de fond, il y a beaucoup de choses qui passent par le bassin quand même, hein. Mhm. Et ça me permet aussi d'aller chercher les plus grosses perfs que j'ai pu aller chercher dans ma carrière. Donc ça au moins c'est un outil qui est sûr, qui est fiable. Je sais que ça marche et du coup on a décidé de continuer plutôt dans cette voie-là, quoi. Ouais, ok. Mais bon, la Intéressant, muscu lourde, pour autant, tu vois, j'ai pas envie de cracher dessus, hein. Je pense que ça peut très bien marcher sur d'autres athlètes bien sûr. et tout n'est pas à jeter, quoi. Non, non. Et déjà, je loue ton ouverture d'esprit par rapport à ça. Et surtout, ce que je note, c'est que quand même, tu as eu, alors certes, tu as eu une chute par la suite, mais tu as eu quand même un regain d'énergie pendant une dizaine de jours. Donc Mm. après, c'est des pistes qui sont intéressantes pour toi et ton staff. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect aussi haut du corps. C'est rigolo parce que moi, j'y crois dur comme fer, mais je pense que pareil, il y a pas mal de coureurs loisirs qui doivent être assez étonné de t'entendre parler de ça. Et je trouve que ta justification et comment tu l'as expliqué est très claire. Et je trouve ça super intéressant que tu aies eu encore une fois cette ouverture d'esprit d'aller d'écouter ce qu'on a pu t'enseigner sur le travail du haut du corps et que tu en aies vu les bénéfices. Ouais, après, tu sais, de toute façon, quand tu cours, tu as besoin du haut comme du bas, hein, je pense. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête de toujours travailler le bas sans se soucier du haut. Et tu sais, rien que de faire des abdos, du gainage, ça te permet bah, déjà d'être plus droit dans ta posture et du coup d'être mieux placé. Donc, ouais, ça, c'est des petits détails qu'on apprend quand même assez jeune en école d'athlé ou dans les années cadets juniors. Mais que parfois, bah, tu sais, as tendance à vouloir te concentrer que sur faire des bornes, etc. Mais il y a plein d'autres petits détails à bosser avant et qui vont même te permettre d'être après plus performant dans ta pratique, dans ton positionnement, dans ta foulée. Et ça va te permettre en fait d'aller plus vite en faisant moins d'efforts. Donc ouais, faut vraiment tout bosser quand t'as pas le choix. ouais. Et j'aimerais revenir sur le fait que bah, tu as eu quelques pépins physiques dans ta carrière. Comment justement tu as géré un petit peu ton suivi médical quand ça t'arrive? Déjà au début, c'est vrai que j'avais pas trop de suivi médical à ce moment-là, hein. Moi j'étais, tu sais, à la base j'étais un ado, j'aimais bien faire la fête. Donc faire la fête, c'est fumer, boire de l'alcool, etc. Donc c'est des choses qui vont pas trop quand même avec le sport de haut niveau. Moi je suis devenu un peu athlète de haut niveau, un peu je dis pas contre mon gré parce que j'adore ça, hein, j'adore la compétition, etc. Mais j'avais pas, je faisais pas ce qu'il fallait à côté pour aller chercher ces perfs-là et j'arrivais à les faire avec le talent naturel que j'avais, tu vois, sans Ouais. forcément bosser. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à me blesser, quand tu passes aux catégories supérieures où il faut t'entraîner plus, où il faut être plus sérieux pour pouvoir garder le haut niveau national et international, bah là je me suis pris une claque dans la gueule et j'ai dû faire un choix, hein. J'ai dû faire un choix. Mon entraîneur, il m'a mis sous le nez une feuille où il avait marqué justement tous les petits détails pour être athlète de haut niveau. Et il m'a dit, bon, bah voilà, maintenant où tu la signes et on continue l'aventure, ou alors tu la signes pas et je comprendrai très bien et je t'entraînerai comme un amateur. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a fait un peu un électrochoc parce que j'ai décidé justement de signer ce petit contrat entre nous. J'ai arrêté un peu toutes les conneries que je faisais à côté. Et puis après, c'est avec l'expérience, au fil des années, tu te rends compte que les massages de récup, ça te permet bah, de pouvoir mieux enchaîner sur les séances le lendemain. Tu vois, la cryothérapie, les bains chauds, bains froids, tout ça, c'est des petites choses, hein, ostéopathe, que maintenant je fais au quotidien, qui me Mhm. permettent bah, de pouvoir m'enquiller justement ces 200 kilomètres par semaine, parce que sinon, je pourrais les faire peut-être pendant 2 3 semaines, mais je pourrais pas tenir comme ça pendant 2 mois et demi, 3 mois, quoi. Et c'est l'effort que nécessite le marathon, donc t'as pas le choix, il faut être régulier et assidu, quoi. Ok, trop cool. Et justement, en plus de tout ce beau staff, tu as mentionné avoir travaillé avec un préparateur mental quand tu as débuté le marathon. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison? Alors moi, la raison, c'était parce que quand on fait de la course de fond, souvent, il y a toujours un moment qui est plus ou moins long, hein, mais c'est un peu pareil pour tous les athlètes, ça par contre, où t'es moins bien pendant la course. C'est difficile à expliquer, mais il y a toujours un moment, ça peut durer ouais, une minute comme 10 minutes,
où tu vas souffrir, tu vois, du coup, tu vas passer mentalement par plusieurs stades où tu vas te dire, ouais, je vais pas y arriver, ouais, c'est dur aujourd'hui, je suis pas bien, j'ai les jambes qui sont un peu dures, c'est bizarre. Enfin, plein de petites choses néfastes. Et moi, je voulais bosser avec un préparateur mental pour essayer de gérer au mieux ce moment-là et essayer de gommer justement tous ces petits points négatifs pour les transformer en points positifs. Et justement, au lieu de me freiner dans ma progression, que ça puisse presque me relancer et me rendre encore plus fort, tu vois. Donc, un préparateur mental, enfin, c'est une question qui est un peu. En France, c'est un peu tabou parce que je pense que c'est mal compris aussi par les athlètes. Alors, c'est pas un psychologue, c'est quelqu'un qui va t'aider justement à aller chercher, à ouvrir des fenêtres dans ton cerveau et travailler des choses pour comment dire, pour mieux gérer parfois des moments où ça peut être même des émotions qui vont passer dans ta tête et puis essayer de les transformer en force. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose, mais ça peut être différent selon ta discipline, selon ta pratique, hein, mais moi, c'est là-dessus que je voulais bosser, quoi. Et pour qu'on s'imagine et que les auditeurs le comprennent, est-ce que tu peux nous partager un peu des outils que tu peux mettre en place justement pendant tes courses en compétition et qui te permettent de faire ce switch-là? Bah, moi, par exemple, c'était pendant mon marathon, bah, s'il y a un moment qui arrive où je suis pas trop bien et que je commence à rentrer dans ces schémas-là un peu négatifs, c'est me reconcentrer, bah, tu vois, sur l'impact de mon pied au sol, sur le positionnement de mon bassin, sur le relâchement de mes bras, sur mon souffle. Après, il y a d'autres techniques, hein. Ça peut être passer une musique que tu aimes bien dans ta tête et essayer de calquer, tu vois, un peu ta foulée sur le rythme de la musique. Et du coup, ça te permet de te reconcentrer dans ton effort, de te reconcentrer aussi sur ces petits détails qui te rendent plus fort, en fait. Parce que si ton impact au sol, l'impact de ton pied au sol est meilleur, bah forcément ta foulée elle va être plus efficace. Si ton bassin est bien placé, c'est pareil, tu vois. Donc c'est des petits trucs, en fait, tu te concentres dessus. Donc pendant que tu es concentré, bah t'es plus dans ce schéma négatif. Et en plus, tu améliores l'efficacité de ton effort. Donc c'est tout bénef, quoi. Ouais. Et là, donc, on parlait de l'aspect compétitif. Est-ce que pendant tes préparations, tu utilises certains outils justement pour encaisser toute cette préparation et ces bornes que tu avales chaque semaine? Au niveau de la récupération, du coup? Ouais, au niveau ouais, et puis de la préparation mentale, comment tu gères ça? Ouais, bah la préparation mentale, forcément, les petits exercices qu'on met en place avec le préparateur, tu le fais à l'entraînement avant pour voir un peu comment tu vas réagir. Parce que des fois, c'est pas évident au début de se concentrer. Tu sais, vu que tu as des habitudes depuis souvent plusieurs années, bah, Mhm. c'est pas évident de courir, d'être concentré dans un rythme qui est assez élevé parce que c'est le rythme marathon quand même, nous, ça va être autour de 20 km/h. Et puis non, mais de faire un exercice en même temps, tu vois, c'est pas toujours facile. Donc tu le fais pendant plusieurs semaines à l'entraînement et après tu testes sur des compétitions plus ou moins importantes en espérant que ça t'apporte quelque chose le jour de la compète. Et après au niveau de la récupération, je pense que ça bah t'es obligé de le faire hein, quand tu fais une prépa marathon. Ouais, bien Pour moi sûr. les massages ça va être deux trois fois par semaine, tu vois, massage de récupération au niveau des jambes. Après moi c'est vrai que chez moi j'ai la chance aussi d'avoir tout le matos, que ce soit les bottes de pressothérapie, tu sais, les pistolets de massage, le Compex aussi, l'électrostimulateur qui permet de décontracter des fois aussi un peu les cannes. Mhm. Et je fais pas mal aussi quand même de bain chaud, bain froid au Krebs de Reims. Donc là j'ai un protocole où je vais faire 5 ou 6 répètes avec une minute dans le jacuzzi, donc avec une eau autour de 35 degrés. Et tu bascules sur une minute dans un bain froid, sur une eau qui est plutôt entre 8 et 12 degrés. Donc ça je le fais 6 7 fois, ça dépend des fois. Ça me permet d'améliorer mon retour veineux. Donc pareil, d'accélérer la récupération tout simplement et de pouvoir être opérationnel le lendemain matin pour refaire 20, 25, 30 km, tu vois. Donc c'est Ok, plein de ouais. petits outils au quotidien. L'ostéopathe, j'essaie de voir pareil une fois toutes les 2 semaines pour remettre en place un peu tout ce qui a pu être déplacé au cours de l'entraînement. Enfin, c'est plein de petites choses et ça prend du temps. Mais je pense que c'est nécessaire parce que la récupération, c'est au moins aussi important finalement que l'entraînement. Donc, Mhm. ça vaut le coup de mettre l'accent là-dessus, quoi, quand tu as le Ouais, temps, ouais. évidemment, et que tu peux te le permettre, quoi. Ouais, bien sûr. Pour moi, ça fait partie même de l'entraînement et c'est ce qui te permet justement que ton corps crée les adaptations qui sont souhaitées par justement l'entraînement au préalable. Donc, bien Ouais. évidemment. Et puis, j'aimerais qu'on refocus sur le fait que, comme tu le dises,
vous courez à plus ou moins 20 km/h, donc vous êtes des vraies mobylettes. Euh, et justement, j'aimerais qu'on focus sur ton second marathon, là où tu as signé ton temps impressionnant de 2h06 et 45 secondes, la cinquième performance française de tous les temps dont on parlait tout à l'heure, et qui t'ont permis d'aller aux Jeux Olympiques de 2024. Quelles ont été, selon toi, les clés de cette performance aussi rapidement pour toi? Bah après, comme je t'ai dit au début, déjà, à niveau énergétique, pour le marathon, c'est hyper important, hein. T'as beau être le meilleur du monde. Tu vois, par exemple, le recordman du monde, là, Cheptegei, du 10 000 mètres, a fait son premier marathon à Valence l'année dernière. Et il a complètement explosé au 35e kilomètre. Et au final, il a même pas fait, je crois, les minima pour les Jeux. Alors que Ok. c'est un mec qui court en 26 minutes sur 10 000 mètres. Donc logiquement, il a une marge énorme. Mais voilà, le marathon, il te remet à ta place, hein. Si au niveau énergétique, t'es pas prêt et que tu prends pas les bons produits justement pour avoir cet apport jusqu'au bout, t'es mort, hein, ça c'est clair et net. Donc déjà ça m'a permis de gagner, de faire un énorme gap sur mon chrono. Ensuite, il y a eu la préparation physique, comme je disais, qui a été plus assidue aussi, où j'avais rajouté une séance quand même par semaine. J'avais décidé de passer à deux à ce moment-là, tu vois. Donc ça m'a permis d'être plus costaud aussi plus longtemps, de moins m'affaisser au fur et à mesure des kilomètres. Et l'entraînement, voilà, très progressivement, hein, parce que ma première prépa marathon, j'avais atteint des sommets kilométriques autour de 178, 175, tu vois, pas plus. Et la deuxième, on était monté quand même déjà jusqu'à 210. Mais c'était compliqué de le faire dès la première parce que mon corps était pas prêt justement à encaisser cette charge-là. Et c'est pour Mhm. ça qu'on s'était laissé 2 ans en se disant, bah, le premier marathon, c'est de la découverte. On Mhm. essaye de voir ce que tu es capable de faire. Et puis j'avais fait 2h10, donc c'était quand même pas si mal. Mais bon, j'avais quand même 2 minutes à gagner pour me qualifier au jeu. Minimum. Tu vois, finalement, j'en ai gagné 4. Ah ouais. Donc, tous ces petits détails-là ont fait que j'ai pu aller chercher ces 4 minutes, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ça a dû te donner pas mal de confiance justement en ta préparation, le fait que tu aies mis en place certaines choses qui bah voilà, ont différé par rapport à ce que tu faisais au préalable et qui ont été vachement payants finalement. Ouais, c'est ça. Après, j'ai décidé de mettre vraiment toutes les chances de mon côté, tu vois. Et Ouais. puis, ajouter, comme on disait, pareil, la prépa mentale, c'était un petit plus. Ça faisait pas de mal. Et puis, si ça m'apportait rien, c'était pas grave, tu vois. Mm. Au moins, Clairement. j'avais mis toutes les chances de mon côté, ouais. Ouais. Et justement, tu parles de cette explosion au 35e kilomètre, notamment de certains marathoniens qui parlent du mur. Toi, vraisemblablement, tu adoptes une stratégie différente de négatif split où tu accélères sur la seconde moitié de la course. Est-ce que tu peux nous parler des avantages de tout ça? Bah, moi, je m'étais dit que dans tous les cas, tous mes records, je les avais fait comme ça, tu vois. Que ce soit 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, D'accord. semi. J'ai toujours couru plus vite la seconde partie. Et je partais du principe que si jamais j'avais fait une très bonne prépa et qu'au niveau énergétique j'étais bien, je voyais pas pourquoi on pouvait pas le faire sur un marathon. Donc Ok. j'étais quand même assez patient, hein. J'ai attendu le 35e kilomètre pour vraiment porter mon effort. Mais c'est vrai que les 7 derniers kilomètres, j'ai fini bah, plus vite que le recordman du monde actuel du marathon, tu vois. Sur ce tronçon 35-42. Incroyable. Et tu vois, j'étais sur les bases en gros tout pile poil pour les minima des jeux, c'était 2h08-10. Et au final, je fais 2h06-45 parce que j'ai gagné 1 minute 30 en 7 kilomètres, tu vois. Donc ça me conforte aussi C'est ouf. dans mon idée que c'est pas impossible de le faire sur marathon si tu t'y es bien préparé, quoi. Ah putain, c'est incroyable. Justement, comme tu le disais, cette performance-là, donc à Valence, elle te permet d'avoir plus que les minima. Pour autant, le niveau augmente, comme tu le disais au préalable dans le podcast. Ça te permet pas finalement d'être dans les trois pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a un switch qui se fait avec mes 10 frères pour des raisons de no-show. Et quand est-ce que tu apprends cette information que tu fais partie finalement de la sélection française? Officiellement, 8 jours avant les Jeux. Donc vraiment Incroyable. au dernier moment. Officieusement, je m'en doutais quand même un peu avant, hein, même si bon, il a fait Ok. appel 2 fois. Mais je me doutais que si la FLD sortait ce dossier-là à ce moment-là, c'est qu'ils avaient vraiment du très solide Mhm. et qu'il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent. Donc j'ai commencé à y croire après les championnats d'Europe de Rome, donc c'était peut-être vers le 10 juin, un truc comme ça. En sachant que moi, depuis mars, je m'entraînais sur le 10 000 mètres pour essayer d'aller chercher la qualif sur 10 000.
que pour ça, j'avais dû faire deux gros 10 000. Donc j'avais gagné les championnats de France en 27-37 au mois d'avril. J'avais dû Mhm. enchaîner sur Night of the PBs à Londres, où j'avais fait troisième en 27-27 quelques semaines après. Ok. Et en fait, il y avait que 28 places pour les Jeux sur 10 000 et j'étais 32e au bilan mondial. Donc malheureusement, ça passait pas non plus sur 10 000. Donc j'ai dû attendre vraiment au dernier moment et continuer à m'entraîner pour le marathon. Donc ça veut dire qu'en gros, du mois de mars jusqu'au marathon des Jeux, j'ai pas pu couper et j'ai dû être à fond tout le temps. En espérant que mes 10 frères soient suspendus suite à cette affaire et que je puisse intégrer la sélection, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'officiellement, je l'ai su vraiment très tard. Ouais, c'était assez stressant. Ouais. Bah ouais, j'imagine, j'imagine. Et ouais, dans la préparation, ça a pas dû être évident. Effectivement, peut-être que ta période d'affûtage, elle a pas dû être respectée comme toi tu voulais le faire, j'imagine. Bah non, déjà la prépa, du coup, elle s'est faite sur 8 semaines. Normalement, je la fais plutôt sur ouais, 12-14 semaines. Donc c'était un peu juste. Et surtout, j'ai pas eu la. Tu sais, quand tu démarres une prépa, t'es censé être frais. T'es censé être à 100%, le puits d'énergie, il est rempli et tout. Et là, quand j'ai commencé la prépa, j'étais déjà plus qu'à 70%, je pense, tu vois. Donc ça a été compliqué de rajouter ça, de réencaisser ça. En plus, le parcours des Jeux, c'était un parcours hyper vallonné. C'était le Mm. parcours le plus dur qu'il y ait jamais eu dans l'histoire sur un marathon. Donc en plus, il fallait rajouter du dénivelé, tu vois. Enfin, c'était plein de petites choses qui ont fait que, ouais, pour moi, ça a été compliqué au niveau sportif quand même ces Jeux Olympiques parce que j'ai pas pu arriver dans les meilleures dispositions et ça a été un long chemin de croix pour rallier la ligne d'arrivée pour moi. Ouais, ouais, parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. C'est vrai que ce parcours-là, il était réputé difficile avec pas mal de dénivelé. Et du coup, toi, tu as dû rajouter pas mal de dénivelé dans ta préparation, c'est ça? Ouais, je l'ai fait, mais après maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pas dû forcément le faire, tu vois. Ah Parce ouais? que souvent, quand je vois des interviews des mecs qui ont bien figuré au jeu, ce qu'ils disent, enfin, ce qui ressort dans leurs interviews, c'est qu'ils n'ont pas forcément modifié leur méthode d'entraînement et ils disent que ça, justement, c'est D'accord. plus contre-productif qu'autre chose. Et nous, les Européens, en tout cas pas mal de Français aussi, on a voulu rajouter énormément de dénivelé dans notre prépa, sur des prépas qui sont déjà assez difficiles, tu vois, de base. Mhm. Et est-ce qu'on a eu le temps d'encaisser ça? Je suis pas sûr, quoi, tu vois. Même D'accord. si, bon, les deux autres Français ont quand même bien figuré, hein, ils font 16e et 20e. Mais tu vois, je suis pas sûr que ça nous ait apporté grand-chose de vouloir modifier totalement notre prépa par rapport au dénivelé des jeux, quoi. Mais c'est intéressant finalement de voir que vous avez testé des choses et bah, puis t'en tirer des leçons finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Après, de toute façon, c'est comme ça qu'on évolue dans le sport, hein. C'est en prenant des Ouais. claques, c'est pas forcément en gagnant tout le temps. Et je dirais même, c'est ce qui te motive à continuer et ouais, à continuer à t'entraîner pour essayer de progresser, aller chercher des meilleures places. Moi, je sais que là, déjà, dans ma tête, moi, je suis déjà au jeu dans 4 ans en me disant, bah là, putain, faut que je perde, quoi, tu vois. Faut que je représente mon pays au mieux et que j'arrive à aller chercher une belle place, quoi. Donc, ouais, c'est ce qui est beau dans le sport aussi, ouais. Et si on se focalise sur cette course aux Jeux de Paris, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton expérience lors de ce marathon et ton ressenti, tes émotions que tu as pu avoir pendant cette course? Ah, écoute, franchement, c'était de la folie, hein. C'est même pas, j'aurais même pas imaginé que ça pouvait être comme ça, quoi. C'était des cris pendant 42 bornes, encore plus sur les Français quand ils voyaient le maillot de la France. Tout était décuplé, tu vois, mais vraiment. Moi, je pensais que Valence, c'était un marathon où il y avait une ambiance exceptionnelle. Et là, Ok. quand je repense au jeu, pour moi, Valence, c'est rien, quoi. Il y avait personne, tu vois. Ça, c'était vraiment tout du long du parcours, c'était la folie. Et faire ça faire les jeux, je pense, chez nous, on se rendait pas compte à quel point c'était fou. Moi, c'était mon rêve de gosse aussi, donc forcément, bah, tu te dis, tu repenses à tous les moments que t'as vécu pour arriver là, tous les sacrifices que tu as dû faire. Mais autant, tu vois, sur le plan sportif, comme je t'ai dit, c'était compliqué pour moi. Et sur le plan émotionnel, je suis convaincu que j'ai vécu la plus belle chose qu'un sportif puisse vivre dans sa vie. Déjà, le fait d'être chez toi, tu sais que tu vas voir toute ta famille. Bah, ça, c'est pas forcément le cas. C'est très compliqué de le faire quand tu es à Tokyo, quand tu es à Rio ou je ne sais où. Hein. C'est à l'autre bout du monde. Là, tu te dis, tu as vraiment tous tes proches qui sont là. Et ça déjà, ça t'apporte une force dingue, quoi. Ouais, j'imagine. C'est marrant parce que tu parles de ce rêve olympique.
Ça me fait penser, j'ai eu Asma Niang, judokate marocaine, qui a fait les Jeux en 2016 et en 2021 à Tokyo, et qui m'expliquait qu'effectivement, elle avait un rêve fou d'aller aux Jeux. Et étonnamment, son parcours est très particulier. Je ne sais pas si tu la connais particulièrement, mais Non. elle a été handballeuse quand elle était plus jeune, et puis derrière, elle a été judokate. Elle a été judokate assez tardivement en fait sur la vingtaine, et puis elle a réussi malgré tout à être internationale marocaine et à faire les Jeux. Et c'est intéressant de voir en fait bah, ce qui vous anime et les raisons Ouais. pour lesquelles vous vous retrouvez à ce niveau-là. Et j'aimerais parler justement maintenant de l'après jeu 2024. Comme tu l'as dit, c'était fou. Il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de public, chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir en course sur d'autres marathons. Et comment s'est passé justement ton après-jeu quand tu es rentré chez toi, quand il a fallu se réentraîner? Est-ce que justement, j'imagine que tu t'es laissé une petite période off. À combien de temps ça a pu durer déjà? Bah moi déjà, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de passer d'une ambiance de dingue où tout le monde veut te voir, veut être avec toi, veut faire des photos, ne serait-ce que te parler, tu vois. Même au niveau médiatique, hein, tout est décuplé fois 10 par rapport à un championnat du monde ou à un championnat d'Europe, hein. Tu reçois des coups de fil tout le temps, tous les jours pour des interviews, etc. Et là, de repasser dans le calme, déjà, ça fait vraiment bizarre de sortir du village olympique, de rentrer chez toi. En plus, moi, j'habite à Reims, tu vois, c'est à 1 heure de Paris, donc tu sors du village olympique, tu rentres chez toi, Ouais, c'est t'as pas le rapide. temps de, tu vois, c'est radical, quoi. Et moi, j'ai eu la chance à ce moment-là, c'est qu'avec ma compagne, on venait d'acheter un appart, on faisait quelques travaux. Donc, tu vois, refaire de la peinture, monter la cuisine, etc. Donc ça, c'est des petits trucs, ça m'a permis de penser un peu à autre chose, de me concentrer sur autre chose. Mais c'est vrai qu'après la reprise, ça a été très compliqué. Bah, jusqu'au début de ma prépa marathon, justement, là, j'ai décidé de faire des courses vraiment à l'automne pour le plaisir. D'accord. Donc des classiques un peu connus, tu vois, ceux dans Charleville, Marseille-Cassis, les 20 km de Paris. Mais sans me fixer d'objectif, tu vois, sans m'entraîner trop dur, mais juste me dire, bon voilà, je reprends une petite routine quand même d'athlète. Je retourne m'entraîner tous les jours, mais vraiment progressivement. Et j'ai eu beaucoup de mal à, enfin, j'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver l'envie de me préparer dur pour un objectif, quoi. Mm. Ouais, ok. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu faire Valence cette année, parce que ça tombe début décembre à chaque fois. Mhm. Et que là, fallait repartir direct au charbon, direct après les Jeux, c'était chaud, tu vois. Là, Séville, ça me laissait plus de temps, parce que vu que c'est le 23 février, tu vois, j'avais le temps justement de faire cette petite période un peu off où je prenais du plaisir sur quelques courses. Et là, quand j'ai démarré la prépa fin novembre, début décembre, bah tu vois, j'avais retrouvé cette envie-là de me faire mal, de partir en stage en altitude. Mais ouais, ça a bien pris 3 4 mois. Mm. Ok, ouais, mais c'est intéressant hein, parce que les gens se rendent pas forcément compte. Effectivement, il y a eu cette période bah, voilà, qui a enflammé toute la France et tous les passionnés de sport en France et qui a duré en plus derrière avec les Jeux paralympiques. Mais pour autant, à un moment donné, il y a eu une coupure et on ne se rend pas forcément compte de ce que peuvent vivre les sportifs par la suite. Donc, je te remercie pour ton témoignage. Là, aujourd'hui, tu es à Séville pour le semi ce week-end. Quels sont, au-delà de ce semi-là, tes objectifs prochains pour le marathon ou même en athlétisme d'un point de vue général? Bah là, du coup, à court terme, ça va être comme on disait, ouais, le marathon, forcément, parce que l'idée c'est d'aller chercher les minima pour les championnats du monde de Tokyo, qui ont lieu en septembre D'accord. prochain. Ouais. Les minima, ils sont fixés à 2h06:30, donc plus ou moins, un peu moins que le chrono que j'ai fait l'année dernière. Ouais. Donc l'objectif, bah, clairement, ça va être d'essayer de passer sous les 2h06 pour aller chercher la qualif et en espérant être dans les trois Français qui seront du voyage. Ok. Là, dimanche, du coup, semi, un bon test en milieu de prépa pour voir où j'en suis. Essayer de me rapprocher des 1h00, tu vois, pour battre mon record déjà, et puis essayer de me rapprocher pareil des meilleurs Européens sur la discipline. Et à long terme, ça va être ouais, bah, continuer à progresser sur marathon. Ça passe par les championnats du monde hein, à Tokyo, ça passe par les championnats d'Europe l'année prochaine. Et je pense que j'aurais besoin de cette expérience-là pour être performant au jeu dans 4 ans à Los Angeles. Et ensuite, on verra. Peut-être que je me calmerai un peu et que je passerai à autre chose et que je ferai autre chose que du sport. Mais là, en tout cas, jusqu'à 2028, c'est vraiment ma motivation, quoi.
Ok. Intéressant, tu me parles donc des championnats du monde à Tokyo. Les minima sont en dessous de ceux des Jeux 2024. Ouais, ouais, parce que en fait, le niveau mondial a tellement explosé que finalement, c'est logique, hein. Quand tu regardes les bilans mondiaux, je pense que 2h06:30 aujourd'hui, t'es à peu près, tu dois être autour de la 40e place, tu vois. Le marathon, il y a 80 places. Après, il y a des places qui sont aussi attribuées au ranking, tu vois. Ça veut dire que Ouais. même si tu fais pas les minima, tu peux quand même participer. Mais bon, quand tu fais les minima et que tu es dans les trois premiers de ton pays, tu es sûr et certain d'être au jeu. Donc c'est quand même assez cool. Après, tu sais que jusqu'à septembre, tu peux te préparer comme tu veux. Ouais, bien sûr. T'as pas la pression. Et puis, enfin, ça me changera en tout cas de l'année dernière, quoi. C'est sûr, mais c'est intéressant de voir qu'en si peu de temps, les minima, ils ont explosé et de s'imaginer finalement ce que ça peut devenir dans les prochaines années. Comment tu perçois l'évolution de ton sport dans les 5, 10 prochaines années? Bah, tu sais, le marathon, c'est une discipline qui est en plein boom, hein. De toute façon, tout le monde veut faire un marathon là depuis quelques années. Donc, ça permet aussi d'avoir plus de visibilité sur notre discipline. Même si malheureusement c'est pas le cas pour toutes les disciplines de l'athlétisme. Nous on a la chance de pouvoir bénéficier de cette popularité, donc c'est toujours un plus pour faire améliorer au niveau des médias et puis de l'envie des gens de faire du sport, hein, tout simplement. Enfin, au-delà du fait de faire un marathon, juste aller courir, c'est forcément, ça fait du bien à tout le monde. Donc, si ça peut permettre aux gens de se motiver à se fixer des objectifs et puis d'essayer de réaliser leurs rêves, parce que parfois c'est un rêve aussi d'en courir un, et bah c'est hyper cool pour notre discipline. On a aussi les chaussures aujourd'hui qui ont évolué, les chaussures carbone, et qui permettent à des gens d'en courir un sans forcément se blesser. Parce que c'est vrai qu'avant, avec les chaussures ancienne génération, c'était compliqué, hein, de courir 42 km sans avoir de crampes, etc. Donc ça a aussi facilité l'accès à notre discipline. Donc ça, c'est aussi bien pour le grand public. Donc ouais, je pense que ça va continuer à se développer et j'en suis très content. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu donc, de ta particularité à être sur plusieurs distances, que tu as fait malgré tout une certaine progression avec l'âge et ta maturité dans ce sport. Tu nous parles donc des Jeux de 2028 et potentiellement après de tirer ta révérence et de voir autre chose. Moi, forcément, aujourd'hui, tu me parles de marathon. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont attirés par le marathon. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont attirés par des distances encore plus importantes, notamment d'ultra. Toi, aujourd'hui, c'est pas aussi déconnant, finalement, que tu sois marathonien au vu de ton âge. Tu as 30 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça serait pas la suite logique, alors peut-être pas en tant que professionnel, encore que je ne sais pas, tu vas m'en parler, mais peut-être à terme, d'ici quelques années, de bifurquer sur de l'ultra. Après, c'est différent parce que là, c'est des disciplines où tu regardes quand même moins le chrono, où tu as plus la Ah ouais. dimension plaisir et plus nature plaisir. Après, moi, j'aime ça, ouais, effectivement. Je peux pas te dire si je le ferai à l'avenir parce que pour l'instant, ça m'excite pas du tout, D'accord. là, pour l'instant, je prends mon pied sur le marathon et c'est vrai que là, je suis vraiment concentré sur le chrono, sur toujours, ouais, toujours la motivation de faire mieux et je pense que c'est deux motivations différentes quand même entre ces deux disciplines. Mais ouais, faut jamais dire jamais, hein. Pourquoi pas un jour participer à un ultra trail ou autre chose, ça peut être marrant aussi. Je pense à ça notamment parce que donc tu as gagné Marseille-Cassis en 2021 et puis je crois que tu as fait troisième en 2023, c'est ça, ou il me Ouais, c'est semble. ça, ouais. Ouais. Et en fait, les fidèles auditeurs du podcast savent que je suis lyonnais. Et donc, il y a la fameuse Saint-Élion là-bas que j'entends forcément souvent, dont on parle souvent et que je trouve assez intéressante dans, voilà, dans certains aspects. Et puis, pour la petite anecdote, quand j'étais étudiant, je m'occupais bah, voilà, à l'arrivée des coureurs à pied qui finissaient tant bien que mal pour certains la course. Et c'est vrai que c'est une course assez typique. Donc, ça me ferait plaisir de savoir que d'ici quelques années, peut-être, tu ailles sur cette course-là. Félix, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? J'ai le droit à tous les sports. Tu as le droit à tous les sports et ouais, vraiment toutes les disciplines.
Bah, écoute, je te dis bon courage parce que ce serait Raphaël Nadal. Je te remercie. Ouais, Ah, là, tu peux, bah, t'imagines. qui t'entraîne à rien, tu peux essayer, hein. C'est sûr, c'est sûr. En Non, plus, non, il a plus de temps maintenant, je pense. ouais, c'est vrai, depuis quelques temps. Mais c'est incroyable. Tu vois, j'écoutais un podcast récemment de mon gars K-Swiss qui est également coach, préparateur physique et qui a interviewé Gaël Monfils avec qui voilà, Ah ouais, bah, ouais. il travaille avec lui. Et c'est un long épisode de 3 heures. Et Gaël, en fait, bah, parle de sa carrière et explique que, bah, en fait, il y a eu trois légendes, trois, quatre légendes même en intégrant Andy Murray dans le truc, en disant, bah, en fait, pendant 10-15 ans, il y a eu des extraterrestres. Mais avant eux, il y avait un tennisman qui était incroyable et qui avait gagné 14 grands chelems. C'était déjà un GOAT. Bah, finalement, Nadal a fait la même chose, ou en tout cas uniquement avec Roland Garros, ce qui Ouais. laisse imaginer en fait la puissance et la longévité de cet athlète. Donc, sûr que ça serait, pourquoi pas, une super chose. Et- C'est ça, puis après ça dépasse aussi même le cadre du tennis justement avec cet athlète-là, Ouais, et c'est ça que j'aime, c'est qu'il a réussi à mettre tout le monde d'accord dans toutes les disciplines. Justement, on parlait beaucoup du mental, lui c'est un mec, ouais, mentalement, je ouais, sais ouais. pas si on arrivera à retrouver un gars comme ça un jour, quoi, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est Donc ouais, sûr. pourquoi pas, hein. Si t'as l'occasion un jour, ce serait beau. Félix, je te laisse le mot de la fin. Écoute, en tout cas, merci à toi, c'était un grand plaisir de pouvoir partager là-dessus avec vous tous, et puis bah, je te souhaite bon courage pour tes prochains podcasts, et si un jour tu veux te lancer sur un marathon, appelle-moi, je te ferai une petite prépa. Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi, Félix, pour cet épisode, pour ce partage d'expérience et de nous refaire revivre les Jeux de Paris 2024. C'était vraiment chouette. Et merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, bah, mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire qui permet un meilleur référencement du podcast et de pouvoir avoir bah, des athlètes comme Félix sur le podcast, c'est toujours top. En tout cas, merci. Et nous, on se retrouve chaque mercredi à 18h avec une alternance d'interviews comme celui-ci et puis d'épisodes en solo sur des thématiques en lien avec la santé et la performance sportive. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force